476. Le dernier empereur d'Occident romain, Romulus Augustule, est dépossédé de son titre par Odoacre, le chef d'une troupe barbare dont l'ethnie est inconnue. L'Empire est alors officiellement ouvert à tous les vents et à tous les barbares. Les Mérovingiens doivent leur nom à Mérové. Mérové qui est, comment dirais-je, l'ancêtre un petit peu mythique, dit-on, de Clovis. Et la tribu des Mérovingiens, qui sont des Francs-Saliens, des Germaniques, eh bien, vont régner sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la France et la Suisse du 5e au 8e siècle. C'est en 481 que l'on date le début du règne de Clovis. Grégoire, évêque de Tours de 573 à 594, compila pendant ses années d'épiscopat l'histoire des Francs. Il décrit son règne comme celui d'un visionnaire inspiré par Dieu. C'est notamment grâce à lui que des générations d'écoliers français se sont vus conter le récit du vase de Soissons, celui des batailles de Tolbiac et de Vouillers, celui du baptême de Reims. Tous ces récits fourniront un support inépuisable à l'imagerie d'Épinal et à l'imagination populaire, mais sont autant de pièces d'un puzzle que nous allons essayer de reconstituer. Les Francs font leur apparition dans l'histoire dans les années 256-260. Hors de l'Empire, entre Rhin et Danube, ce sont des Germains. Ils sont certainement nés d'une mosaïque complexe de tribus qui avaient pris l'habitude de piller pour vivre et qui finissent par s'unir dans le cadre d'une confédération guerrière pour survivre. Les Francs vont participer en Gaule du Nord à la rencontre entre Romains et Germains. L'Empire romain, après une vague d'invasion au IIIe siècle, avait réussi à reconstituer son unité. Mais au début du Ve siècle, en 406, une nouvelle invasion brise la frontière nord de l'Empire et de nombreux peuples s'engouffrent dans la brèche, notamment les Francs, qui sont tantôt des ennemis, mais le plus souvent des alliés de Rome, qui servent à repousser les autres peuples barbares. Depuis le milieu du IIIe siècle, c'est la fin de la Pax Romana, paix romaine. La menace barbare pousse l'Empire à faire ses premières concessions, en particulier en Gaule. L'Empire consent à signer des traités appelés Fédus avec eux, leur versant un tribut en échange de contingents de soldats dits fédérés. La plupart des peuples barbares sont bien intégrés. Ce sont des peuples qui sont alliés de Rome, souvent depuis pratiquement un siècle, et qui reçoivent le statut de fédérés, c'est-à-dire d'alliés de Rome. Ils reçoivent des territoires à administrer, des ressources à exploiter, essentiellement des terres, et sont des alliés de Rome, au point que lorsque les rois barbares frappent monnaie, ce n'est pas leur propre effigie qu'ils mettent sur la monnaie, mais l'effigie de l'empereur romain. Premier pilier de la Pax Romana, l'armée est infiltrée par des éléments barbares, de plus en plus nombreux chaque année. Mais ce n'est pas tout. Le tribut accordé n'est pas seulement une somme d'argent, c'est une terre ou une part des revenus fiscaux. Les barbares sont intégrés au système économique de l'Empire. Les trois principaux peuples barbares installés au 5e siècle en Gaule sont des peuples fédérés. Les Visigoths au sud-ouest ont été les premiers en Gaule dès 418. Les Burgondes au sud-est et les Francs au nord suivirent. La population franque se divisait en deux groupes, les Francs rhénans et les Francs saliens. Si le premier groupe allait rapidement disparaître au profit du second, ce dernier allait être à l'origine d'une des plus grandes aventures de l'histoire de l'humanité. Parmi les nombreux peuples qui constituent les Francs, il y a une unité importante qui est l'unité salienne. Ils fournissent des contingents nombreux à l'armée romaine, qui sont des contingents essentiellement de mercenaires. Et il semble qu'ils constituent le groupe dominant entre les Francs, alors que les Francs rhénans constituent les Francs indigènes, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas quitté la Germanie primitive. Les Francs rhénans n'ont pas conclu de fédus avec l'Empire. Ils sont installés hors des frontières, à l'est du Rhin, se contentant d'incursions au cours du 5e siècle. Ainsi, ils sont restés indépendants alors que les Francs saliens étaient depuis la fin du IVe siècle installés par Fédus au sud des Pays-Bas et dans la Belgique actuelle. Leur nom vient probablement de Sallan, région du nord des Pays-Bas. Leur premier roi connu est Clodion le Chevelu. On ne sait si Clodion partageait le pouvoir avec d'autres rois saliens comme c'était de tradition ou si, occasionnellement, il avait pu rassembler ce pouvoir. Quoi qu'il en soit,
c'est sous son impulsion que dans la première moitié du Ve siècle, les Francs saliens sortent de leurs marais et s'emparent de Tournai et de Cambrai. Contrairement aux habitudes des guerriers germains, les villes ne sont pas pillées. Clodion est ensuite arrêté dans sa progression par l'armée romaine. Plus que la paix, il obtient par Fédus en 431 les territoires qu'il a conquis. Les Fédus avec les Germains sont d'autant plus facilement consentis par l'Empire qu'il y a plus barbare que ces barbares, les hordes du cruel Attila. Attila est le célèbre chef des Huns, un personnage, selon la légende, absolument terrible, chef donc de cette tribu de turco-mongols qui va faire des ravages considérables en Europe jusqu'à ce qu'il soit anéanti dans la bataille des champs cataloniques par le général Aetius. En 451, les Huns lancent un raid sur la Gaule. Loyaux, les Francs saliens interviennent pour sauver Rome et pour contrer la progression d'Attila le 20 juin 451, lors de la bataille dite des Champs cataloniques. À la tête des troupes franques, Mérové, fils de Clodion. On sait qu'au 5e siècle, toute une série de rois francs apparaissent dans les sources et il est possible qu'un certain Mérové ait existé, ayant eu un pouvoir assez faible dans la région de la Belgique actuelle. Mérové va donner son nom à toute une dynastie de rois appelés Mérovingiens, parce que le groupe auquel il appartenait, les Francs saliens, allait marquer l'histoire grâce à son petit-fils, Clovis. Le fils de Mérové s'appelait Childéric. Il était roi des Francs saliens de Tournai. Il portait au doigt, jusque dans son tombeau, un anneau marqué d'un sceau, Childérici Regis. L'anneau d'or était le signe distinctif de l'ordre équestre pour les Romains. Cet ordre fournissait à l'Empire ses officiers supérieurs. Childéric était donc considéré par Rome comme un général romain. Mais la sépulture contenait aussi des armes et des bijoux, dont un bracelet d'or massif, marque de la royauté chez les Germains. Cet homme, de 1,80 m, était représenté sur son anneau avec les cheveux longs. Les cheveux longs tressés étaient le symbole de force pour les Francs. C'était l'assurance de la transmission de père en fils du Mund, la puissance magique du chef qui lui permettait de mener ses hommes à la victoire. Le Mund est un devoir de protection du roi sur son peuple, mais également de l'homme sur la femme. Le Mund, dans un contexte conjugal, peut être transmis, mais peut être également vendu. Les Mérovingiens, dans la famille royale, sont, j'allais dire, très à cheval sur leur chevelure. Oui, parce que, et ça c'est une réminiscence de la Bible, de Samson tout simplement. Ils considèrent que la force, la puissance, le respect est obtenu, est acquis grâce à la chevelure. Donc ils portent tous une merveilleuse crinière, ce qui permet d'ailleurs parfois à certains rois qui veulent semer des petits bâtards à droite et à gauche de les convoquer, ou certains portant de longues crinières de cheveux disaient « mais moi je suis un de vos fils ». Et il disait non, tu ne l'es pas, et il faisait tondre immédiatement. On a d'ailleurs de merveilleux rois qui ont été chevelus. Childéric veut dire « île de Ric » en vieux francique, puissant à la guerre. Ainsi, Childéric eut des funérailles mi-romaines, mi-barbares. Auprès de Childéric, on inhuma sa femme. Ils eurent ensemble un fils qui succéda à Childéric dès l'âge de 15 ans. Selon la loi des Francs saliens, la loi salique, le jeune franc était majeur à 12 ans et à 15 ans il pouvait porter les armes et donc détenir le Mund. Childéric légua à son fils, en même temps que la puissance magique du chef, un système de valeurs reposant sur le vieux paganisme germanique, leur religion antique. Ce jeune roi s'appelait Clovis, ou Lodwig, illustre au combat. La capitale de Clovis se trouvait alors à Tournai, au nord d'une Gaule encore romaine mais divisée, livrée à elle-même. Entre la Somme, la Meuse, la Loire et l'Armorique, l'État romain se réduisait comme peau de chagrin. À la tête de ce résidu d'empire, Syagrius exerçait les fonctions de maître de la milice depuis 471. Le quartier général de Syagrius était installé dans la cité de Soissons. Ce dernier ne détenait pas de légitimité. Il succédait à son père qui commença à ne plus reconnaître l'autorité de l'Empire. Le Mund, le prestige magique du chef, était contenu dans le nom de Clovis, mais il devait être confirmé sur le champ de bataille. Les armes devaient parler.
L'affrontement avec Syagrius était inévitable. Il eut lieu en 486. Clovis sollicita l'appui des autres chefs saliens. Chararic, installé à Thérouanne, refuse. Ragnacaire, installé à Cambrai sur la route entre Tournai et Soissons, et donc sur la route de Clovis, accepte. Vaincu, Syagrius est exécuté. Toute victoire mérite butin. Les églises sont alors ravagées. Le chef de guerre est le garant de la loi de la guerre, et cette loi exige que le butin soit rassemblé afin d'être équitablement réparti entre les vainqueurs. Or, Clovis voulut en soustraire un vase, avant même le début de la distribution, un vase liturgique que lui réclamait un évêque. Parmi ce butin, au moment du partage, eh bien, Clovis a entendu dire que l'évêque de Reims, Saint-Rémy, voudrait récupérer. Oh mon Dieu, Clovis serait gentil s'il voulait lui redonner ce merveilleux vase en argent qu'on a volé. Alors Clovis répartit le butin avec ses hommes et dit « Moi aussi, je prends ma part et je vais prendre ce vase en plus ». Il demanda pour cela la permission à ses guerriers. L'un d'eux préféra briser le vase d'un coup de Francisque plutôt que d'enfreindre une loi ancestrale. Dans la troupe, un soldat jaillit avec sa Francisque et abat sa hache sur le vase en disant « Tu n'auras que ce que le sort voudra bien t'accorder ». Clovis ne réagit pas tout de suite. Il attendit 1 an. Il profita d'une revue au Champ de Mars, au cours de laquelle il réprimanda le briseur de vase pour le mauvais état de ses armes. Il jeta alors la Francisque du guerrier, qui se baissa immédiatement pour la ramasser. Il lui dit « Dis donc, ton épée est mal entretenue, dis donc, ton arme commence à rouiller. » Et il sort, lui, sa Francisque, et il tranche le col du soldat en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». Ces hommes ont été absolument impressionnés et Clovis pouvait acquérir le respect, à ce moment-là, sérieusement auprès de ses troupes. Clovis fit raser la tête de Chararic, l'un des chefs saliens, ainsi que celle de son fils, car Chararic avait refusé de se joindre à l'expédition de Soissons. Chararic humilié, son fils le consola en lui promettant vengeance, une fois les cheveux repoussés. Clovis les fit donc décapiter. Clovis enfonça ensuite une hache dans le crâne de Ragnacaire, l'autre chef qui, lui, avait pourtant répondu favorablement à son appel. On peut penser que la victoire de Soissons autorisait le charismatique chef de guerre à concentrer le pouvoir et à devenir le seul roi des Francs saliens. Après les armes, il y avait une autre manière de procéder pour accroître son influence, l'alliance matrimoniale. Clovis avait utilisé cette pratique au tout début de son règne en contractant une union avec une princesse du groupe royal des Francs rhénans. Elle mourut assez rapidement, mais eut le temps d'engendrer un premier héritier, Thierry. Maintenant établi à Soissons, Clovis devait asseoir son autorité nouvelle. Plein est se trouvaient les Alamans, des païens peu romanisés. Au sud-ouest, le royaume des Visigoths convertis au christianisme. Au sud-est, le royaume des Burgondes, convertis eux aussi. Cette conversion n'était cependant pas complète. Burgonde et Visigoths étaient ariens. L'arianisme, pour qui Jésus, le Fils de Dieu, était une essence divine et pas une incarnation divine, ne correspondait pas au dogme de l'Église catholique qui fut redéfini au Concile de Nicée en 325. Cependant, cette conception plaisait au peuple qui délaissait à peine le paganisme. Elle faisait du Christ un surêtre comme le chef qui les menait au combat. L'arianisme est une hérésie qui est apparue dans l'Empire romain au IVe siècle. Dans la mesure où les barbares du IVe siècle se sont convertis en masse à la religion romaine, ils se sont convertis à l'arianisme. C'est une subordination du Fils au Père au sein de la Trinité, c'est-à-dire que les ariens considèrent que la Trinité n'est pas formée de 3 personnes égales, mais d'un Père tout-puissant et d'un Fils et d'un Saint-Esprit légèrement inférieurs. L'arianisme atteignit tous les barbares établis dans l'Empire, sauf les Germains du Nord, c'est-à-dire les Francs et les Alamans, tandis que le clergé occidental resta fondamentalement nicéen. Des 2 royaumes ariens du sud de la Gaule, l'un persécutait les catholiques romains, c'était le royaume des Visigoths. L'autre, le royaume des Burgondes, avait adopté des lois tolérantes. D'ailleurs, au sein de la famille royale, il y avait déjà des catholiques.
Parce que c'était la volonté de leur mère, 2 princesses burgondes, filles d'un roi défunt, avaient reçu le Saint-Sacrement du baptême. L'une d'elles, Clotilde, était très belle et paraît de toutes les vertus. L'occasion était belle pour Clovis d'établir un rapprochement avec le royaume burgonde par un mariage avec Clotilde. Il eut lieu en 493. Le chef de guerre est un négociateur, mais il reste un chef de guerre. Et les Alamans menaçaient les positions des Francs rhénans dans le bassin de Cologne. Face à ces autres païens, en 496, à la bataille dite de Tolbiac, alors que la situation commençait à être désespérée, Clovis fit le vœu de se convertir si Jésus, que Clotilde proclame fils du Dieu vivant, lui donnait la victoire. On attribue le nom de Tolbiac à une bataille qui se déroule à une date assez incertaine entre les Francs de Clovis et les Alamans, sans doute dans la région du Rhin. En fait, on ignore totalement le lieu de cet événement, simplement le nom est resté célèbre parce que, à la bataille de Tolbiac, selon les récits de Grégoire de Tours, Clovis aurait décidé de se convertir au catholicisme. La Gaule est encore romaine en 480. Si elle se transforme, c'est qu'elle est en train de devenir chrétienne et de connaître une véritable révolution mentale. En 313, l'empereur romain Constantin avait fait promulguer un édit à Milan, un édit de tolérance accordé au christianisme qui marqua la fin des persécutions contre les chrétiens. Phénomène urbain comme la romanisation, la christianisation voit ses premières communautés se créer en Gaule, dans les cités. Or, le domaine des Francs saliens n'est que très peu urbanisé. Dans les campagnes, l'étymologie nous apprend que le mot « paysan » vient de « païen », c'est tout dire. Un soldat de l'armée romaine envoyé en Gaule commença à faire parler de lui un soir d'hiver en 338 à Amiens, où après avoir donné toute sa solde à des indigents, finit par partager son manteau avec un mendiant grelottant de froid. Martin est un soldat romain du IIIe siècle, son père était, qui est né en Hongrie d'ailleurs, mais son père était un officier romain, et Martin a vu Dieu et s'est converti, il est devenu chrétien. Et il refusait d'aller dans l'armée, mais il a dû être dans l'armée néanmoins parce que son père l'y obligeait, mais c'était quelqu'un de très généreux qui donnait sa solde de soldat aux pauvres et qui, on le sait, un soir à Amiens, voit un pauvre hère dans la rue tout grelottant et va couper son manteau en deux, sa cape en deux pour en donner une partie à ce garçon afin qu'il puisse se réchauffer. Sa cape sera conservée après sa mort dans une pièce qui prendra le nom de capella, chapelle. Ce soldat était devenu entre-temps moine, puis évêque de Tours de 372 à 397 sous le nom de Martin. Et le mendiant était devenu, pour l'imaginaire populaire, le Christ. Martin va consacrer sa vie aux plus démunis. Détaché des choses matérielles des villes, il évangélise la vallée de la Loire, en créant des communautés monastiques qui vont permettre non seulement au christianisme de se propager dans les campagnes, mais aussi de s'y implanter durablement en établissant les premières paroisses rurales. Tous les habitants des campagnes et des bourgs assisteront à ses funérailles en 397. Quand il va mourir, Martin, eh bien, on va l'enterrer, et c'est en novembre. Et allez savoir pourquoi, mais au moment de son enterrement, le temps s'était mis véritablement au beau. Il faisait aussi beau qu'en été. C'est de là que vient l'expression « l'été de la Saint-Martin ». De même qu'un jour, Martin prêche et dit « Voyez-vous ces oiseaux qui prennent du poisson à plein bec, eh bien, ils sont comme les démons qui prendront les âmes de ceux qui ne sont pas convertis. » Et ces oiseaux sont devenus des martins pêcheurs. Le sanctuaire sur son tombeau devient après 460 le principal relais de la diffusion du christianisme dans la Gaule du Nord. L'Église parle au peuple, elle nourrit les pauvres et pousse au respect de la personne humaine que l'Antiquité ignorait. À Paris, lors du raid d'Attila en 451, une jeune femme de 28 ans, Geneviève, issue d'une famille romanisée d'origine franque, s'appuie sur sa seule foi afin d'organiser la défense de la ville et détourne Attila de Paris.
Geneviève est une petite paysanne qui vit qui est encore Lutèce pratiquement, qui va devenir Paris avant de devenir la capitale, et elle a ouï dire que, un peu comme Jeanne d'Arc, hein, elle a des voix, que les troupes d'Attila, les turco-mongols d'Attila, les Huns, vont envahir Paris. Alors, elle va soulever la population, elle va dire, écoutez, il faut prier, il faut se montrer sur les murailles, il faut prier Dieu, et Dieu nous protégera. Et Attila, voyant cela, va dire, il hésite un peu comme il avait hésité autrefois devant Constantinople. Est-ce que je prends Paris, est-ce que je ne prends pas Paris? Non, il décide de laisser Paris au large et de descendre vers Orléans, qui est une ville beaucoup plus importante que Paris à cette époque-là, et beaucoup plus riche, car Paris n'est encore qu'un grand village. C'est un peu légendaire, cette histoire de Paris, ville superbe qu'Attila n'a pas voulu envahir. Mais néanmoins, Sainte Geneviève, qui va, comme on le sait, devenir sainte, cette petite native de Nanterre, elle est née à Nanterre, eh bien Sainte Geneviève va faire en sorte que l'image de Paris dans l'histoire s'incruste bien et que Paris devienne la capitale du royaume. Les premières communautés de chrétiens ont constitué des évêchés dans les villes. Des groupes d'édifices s'érigent, comprenant plusieurs basiliques, le baptistère, le palais épiscopal. La hiérarchie ecclésiastique est calquée sur celle de l'administration civile. Les évêques d'une même province sont sous l'autorité d'un évêque métropolitain qui, lui-même, reconnaît la primauté de l'évêque de Rome. Les réseaux sont les mêmes, les hommes aussi. Ainsi, Rémi est un aristocrate gallo-romain issu d'une famille de sénateurs. En 459, il est promu, à 22 ans, au siège métropolitain de Reims. Sous son impulsion, à partir de 480 en Gaule du Nord, il y a des évêques dans presque tous les chefs-lieux de cité. Ces réseaux, les barbares doivent en tenir compte, eux qui représentent dorénavant l'État en Gaule. Revenons sur la signification du geste de Soissons. À la loi de la guerre, Clovis, le barbare païen, avait préféré la requête d'un représentant de l'Église. Le destin était tout tracé, ou la stratégie bien en place. Clovis va asseoir son pouvoir sur le ralliement des évêques. Il semble avoir compris que celui qui veut détenir la puissance publique doit s'appuyer sur l'autorité morale des évêques. Il a alors 20 ans. En cela, il a dû être bien aidé par l'évêque de Reims. Dans une lettre, Rémi lui conseille de gouverner avec le conseil des évêques. La population s'évangélise grâce aux soldats du Christ, dont le patron est Saint Martin. À ce peuple tout neuf, gallo-romain et chrétien, manquait un roi. La proximité géographique va permettre de lier les destins de Rémi et de Clovis, ainsi que les destins de l'Église catholique romaine et de la nation française. Le roi Clovis est un homme vraiment très important dans l'histoire de France. C'est lui qui est à l'origine du royaume. Et c'est vrai qu'on le voit souvent comme l'homme de la rupture entre l'Antiquité, l'Empire romain, et puis le royaume de France, le Moyen-Âge. En réalité, on s'aperçoit que si Clovis a été accepté et admis comme roi par les anciens gallo-romains, et notamment par l'élite, par le clergé, et puis aussi la noblesse sénatoriale gallo-romaine, c'est justement parce qu'il a voulu s'inscrire dans la continuité de la civilisation romaine et aussi en tant que défenseur de la foi chrétienne, de la religion chrétienne pratiquée par les Romains. Clovis va s'appuyer sur les valeurs de son peuple de guerriers et sur les valeurs romaines avec le triomphe populaire du christianisme. Les deux systèmes de valeurs vont être d'autant plus facilement conciliables qu'à la bataille de Tolbiac, une fois le vœu de conversion prononcé par Clovis en cas de victoire, les Alamans subissent une sévère déroute. Lors de la fameuse bataille de Tolbiac, alors qu'il est en péril, eh bien, il implore le dieu de Clotilde, lui dit « Oh, dieu de Clotilde, si jamais j'emporte cette bataille, je vous jure que je me convertis et je me fais baptiser. » Et Dieu a voulu que Tolbiac soit une victoire pour Clovis, qui s'est fait baptiser. Si le vase de Soissons symbolise la synthèse entre le monde germain et le monde romain qu'est en train d'établir Clovis, le baptême de Reims la concrétise. Il fallut tout d'abord vaincre un dilemme. Clovis devait renoncer à la religion de ses ancêtres et surtout à ce lien qui l'unissait à son peuple.
Mais depuis 493, l'influence de Clotilde commençait à porter ses fruits. Il partageait la même fascination pour la culture romaine et il venait du même monde, le monde barbare. Tandis que Clovis avait uniquement assimilé l'héritage politique de l'Empire romain, Clotilde avait assimilé l'héritage de l'Empire depuis Constantin, celui des valeurs chrétiennes. La bataille de Tolbiac, après 3 ans de fiançailles, c'est là la véritable union entre eux. À la fin des années 490, Clovis épouse Clotilde, princesse burgonde. Cette princesse est catholique et on sait qu'elle va mener une série d'initiatives pour convertir son mari à la foi, sa propre foi, celle du Concile de Nicée, qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme. Clovis, bien que lui étant toujours païen, avait décidé de défendre la religion chrétienne de l'Empire romain. Je pense qu'il avait beaucoup d'admiration pour cette culture romaine. Il avait reçu une éducation vraiment digne de l'Empire romain, d'un roi romain, puisque sa famille et lui-même faisaient partie de la hiérarchie de l'Empire romain qui régnait en Gaule. Après la sphère du privé, il fallut s'occuper de la sphère du public. Ce fut le rôle de Rémi, un rôle politique tout autant que spirituel. À partir de 496, commença le catéchisme, même si le secret fut bien gardé, afin de ne pas effrayer les guerriers francs. Le secret resta bien gardé jusqu'au vœu public formulé à l'occasion d'un pèlerinage à Saint-Martin de Tours. Dans le sanctuaire de Martin, Clovis prit le destin de ce peuple entre ses mains. La prochaine étape serait Reims. Nous sommes le jour de Noël 498 ou 499. Tous les évêques de la Gaule sont conviés autour de Rémi. La marche solennelle de Clovis vers le baptistère, pour s'y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, doit être accompagnée de chants. Puis, tandis que Clovis s'arrête devant Rémi, le saint homme l'exhorte « Dépone colla sicambère, dépose tes colliers sicambre ». Le terme sicambre fait référence à une tribu franque. Quant au terme collier, il désigne les amulettes auxquelles les peuples germains prêtaient des pouvoirs magiques. Clovis se fait baptiser par l'évêque Rémi, Rémi qui lui dit, on connaît la phrase merveilleuse, « Courbe-toi, fier Sicambre », car Clovis faisait partie de la tribu des Sicambres, « Courbe-toi, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré ». Après quoi, il put être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du crème sacré avec le signe de la croix du Christ sur sa tête qui allait rester chevelue. Qu'importe, la couronne que portait Clovis depuis 481 allait devenir sacrée, comme le crème dont il venait d'être enduit. Le crème est un mélange d'huile et de baume qui est utilisé pour certains sacrements, notamment le baptême. La foule était tellement nombreuse à se presser autour du baptistère que le clerc, qui portait le crème, ne put lui-même y accéder. Quand le roi se présenta devant Rémi, celui-ci, dépourvu de saint crème, se mit à prier. Une colombe fit alors son apparition au-dessus de la cuve baptismale, et le baptistère se remplit d'une odeur merveilleuse, une odeur de sainteté. La colombe tenait une ampoule dans son bec qu'elle glissa entre les mains du pontife. Les 4 évangélistes évoquent, lors du baptême du Christ, la présence de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. La première trace écrite du récit du baptême de Clovis, avec la colombe et la sainte ampoule, date de 878. Hincmar, alors archevêque de Reims, tenta de légitimer la primauté de son Église, seule compétente à officier lors du sacre du roi des Francs. Le saint crème qui a été oint sur la tête de Clovis descendait du ciel et a été conservé à Reims. Seul l'archevêque de Reims, en possession de la sainte huile miraculeuse, est autorisé à sacrer les rois des Francs, successeurs de Clovis. Reims a une importance considérable à partir de ce moment-là, parce que depuis Louis VI jusqu'à Charles X, c'est-à-dire bien après même la Révolution et l'Empire, eh bien, les rois se feront baptiser et sacrer, surtout sacrer, dans la cathédrale de Reims. Sauf Henri IV, parce que c'était la guerre civile, la guerre de religion. Henri IV a été sacré, couronné dans la cathédrale de Chartres. Le lien qui unit Clovis à Rémi est le lien qui unit la royauté française à l'Église catholique et qui en fait même la fille aînée de l'Église, Clovis étant le premier roi chrétien. Le baptême de Clovis eut des conséquences à long terme, mais aussi des conséquences immédiates et déjà retentissantes. À commencer par ces 3000 guerriers francs
qui reçurent aussi le baptême en ce jour de Noël. Que le geste de Clovis ait été sincère ou politique, les élites romaines vont se rallier à lui et avec elles l'ensemble de la population gauloise. L'élan missionnaire et la supériorité théologique du clergé catholique expliquent en définitive l'extinction de l'hérésie arienne. En partie seulement. Restait à prouver l'hérésie par les armes. Dieu allait choisir son camp. Clovis en fit une mission qui concordait parfaitement avec son ambition. Au sud-est, deux frères se partageaient le royaume burgonde, les deux oncles de Clotilde, Godgisel et Gondebaud. Les Burgondes sont des envahisseurs venus de l'Est également, de Germanie, qui vont de leur côté régner sur le sud-est de la France et même également sur la Suisse, qui deviendra la Suisse romande, et laisseront leur nom à ce qui va devenir le royaume de Bourgogne. C'est un peuple qui est extrêmement romanisé, qui produit du droit d'inspiration romaine et dont la capitale, Lyon, ressemble beaucoup à une capitale impériale telle qu'on le connaissait au IVe siècle de notre ère. Le premier fit appel à Clovis afin d'établir l'unité du royaume au détriment du second. Vainqueur à Dijon vers l'an 500, Clovis poursuivit Gondebaud jusqu'à Avignon. Aux portes de la ville, Clovis leva le siège moyennant la promesse d'un tribut annuel. Non seulement Gondebaud rogna sa parole, mais il alla jusqu'à se débarrasser de Godgisel et fit l'unité du royaume burgonde à son profit. Clovis ne bougea pas. Il est vrai que Gondebaud lui aussi sut s'appuyer sur les évêques et les gallo-romains par l'intermédiaire de son œuvre législative. Il institua en Bourgogne des lois douces pour qu'on n'opprime plus les Romains. De plus, on disait que Sigismond, son fils, s'apprêtait à abjurer l'arianisme. C'est ainsi que Clovis consentit au mariage de Thierry, son fils aîné, avec la fille de Sigismond. Le Burgonde étant allié de Clovis, restaient les Goths. Le peuple goth était apparu vers le IIIe siècle de notre ère dans la région du Danube. Ils sont passés pour partie en Occident à partir du IVe siècle de notre ère et forment essentiellement deux branches, la branche visigothique qui s'installe en Aquitaine et en Espagne et la branche ostrogothique en Italie. En 410, les Visigoths furent les premiers à piller Rome, la mythique capitale. Ils s'installèrent par la suite dans le sud-ouest de la Gaule en 418 avec le statut de fédérés. À partir de là, ils étendirent leur domination jusqu'à la Loire et jusqu'à une grande partie de la péninsule ibérique, établissant leur capitale à Toulouse. En 476, ils ajoutent la Provence à leur royaume. Alors les Visigoths, c'est une peuplade, une tribu d'envahisseurs venus de Germanie. C'était les Goths de l'Ouest. On les appelait aussi les sages parce qu'ils étaient peut-être un petit peu moins barbares. C'était les barbares les plus civilisés. Ils se tiennent alors tranquilles, se contentant de persécuter les catholiques, si l'on en croit la propagande menée par l'Empire d'Orient. L'Empire, et ce qui reste de romanité, ne pardonnera jamais au peuple gothique le sac de Rome, qui marque pour bien des historiographes la fin de l'Antiquité. Ainsi, pour les Gallo-romains comme Grégoire de Tours, les Visigoths convertis à l'arianisme sont avant tout des fanatiques. Pour Clovis, fasciné par le mythe impérial, l'annexion du royaume visigothique était depuis longtemps une priorité. Baptisé selon la tradition catholique, Clovis avait maintenant une deuxième bonne raison de punir ces barbares ariens. La situation était insupportable, et pour Clovis et pour Anastase, l'empereur d'Orient, qui lui apporta son soutien. Anastase est le contemporain de Clovis. On sait que c'est un empereur qui a cherché à restaurer la Méditerranée romaine, notamment en Orient en menant des conquêtes aux dépens des Perses, mais également en nouant de nombreux contacts avec l'Occident, en Italie avec les Ostrogoths, mais également avec Clovis. Il semble qu'Anastase ait conféré le titre de consul honoraire à Clovis. Ce soutien était d'autant plus indispensable que le roi des Visigoths, Alaric, sentant le vent tourner, soignait son image et sa popularité en usant des mêmes moyens que Gondebaud. Il fit rédiger un bréviaire, un abrégé de la loi romaine.
Il trouve que le pays est géré par des lois gallo-romaines et il décide de réécrire tout ça à l'avantage des Visigoths. Et il fait un abrégé, un bréviaire qu'il fait rédiger à Aire-sur-Adour de ce droit romain, mais qu'il tourne donc à l'avantage de ces hommes. Et on l'appellera le bréviaire d'Alaric. Puis, en 506, à Agde, il permit la tenue d'un concile ouvert à tous les évêques catholiques de son royaume. Si le Wisigoth obtenait l'adhésion des élites et de la population gallo-romaine, la conquête deviendrait plus difficile et l'annexion moins légitime. L'armée franque qui se lança dans cette conquête du sud-ouest de la Gaule était composée de contingents rhénans commandés par Clodéric, fils du roi Sigebert de Cologne, et de contingents burgondes sous les ordres de Sigismond. Clovis interdit à ses hommes de piller la cité de Tours. À Poitiers, le pèlerinage se poursuivit et Saint-Hilaire, figure de proue de la lutte contre l'arianisme au IVe siècle, envoya à partir de sa basilique un signe de bénédiction à Clovis sous la forme d'une lumière qui semblait voler vers lui. La bataille eut lieu dans la plaine de Vouillers, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Poitiers, au cours du printemps 507. La défaite des Visigoths fut totale. Alaric fut tué des propres mains de Clovis. Son fils, Amalaric, se replia sur ses domaines espagnols. Clovis eut alors le champ libre afin de conquérir et de pacifier l'Aquitaine. La conquête s'effectua en tenaille. À Thierry et Sigismond, les régions intérieures, Clermont, Rodez, Albi. À Clovis, les plus prestigieuses capitales, Angoulême, dont les remparts s'effondrent à la seule vue du chef de guerre, Bordeaux et Toulouse, enfin la capitale. Seule la Provence resta visigothique. Au départ de l'expédition, Clovis était soutenu par l'empereur d'Orient, Anastase. À l'arrivée, il fut reconnu digne de porter les insignes du consulat. Revêtu d'une tunique pourpre, acclamé au cri de consul et d'Auguste, il défila à cheval, semant l'or et l'argent. En 508, l'empereur de Constantinople, qui était en fait la seule autorité romaine après la disparition de l'empereur romain d'Occident, accorde au roi Clovis le titre de consul romain, la qualification d'Auguste, ce qui montre bien que le roi Clovis s'inscrit dans la continuité de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'en fait le royaume franc fait partie en quelque sorte de la continuité de l'Empire romain et n'est pas du tout en rupture comme on aurait pu l'imaginer. Ce triomphe populaire eut lieu en 508 à Tours, la cité de Saint-Martin. Le monde civilisé se partageait alors entre l'Empire d'Orient et le royaume que venait de constituer Clovis. Clovis avait reçu de son père un double héritage. Roi des Francs de Tournai, il était aussi chef d'une armée fédérée au service de Rome. Être roi des Francs, c'est avoir le droit de commander et de punir ses hommes. Être chef d'une armée fédérée, c'est être non seulement responsable des citoyens, mais aussi maître d'un territoire. Clovis intégra cette logique. À partir de Soissons, il s'efforça de s'approprier le revenu de l'impôt, de tirer profit de la frappe des monnaies et de mettre la main sur les domaines du fisc, de façon à y installer ses troupes. Après le baptême et les victoires, après l'évangélisation, ce qui manquait à Clovis pour asseoir sa légitimité sur un monde gallo-romain, c'était une loi sous l'influence du droit romain. Clovis se fit donc législateur. Il étendit le bréviaire d'Alaric à l'ensemble des hommes libres. Le bréviaire s'inspirait d'un code rédigé en 438 qui compilait toutes les constitutions impériales depuis 312, depuis Constantin. La nouveauté du code était que si le souverain promulguait bien les lois, il était aussi le responsable de ces lois devant Dieu et qu'il se devait de les respecter. Il pouvait réclamer en retour l'obéissance de tous. Pourtant, le sort des chefs rhénans, ses alliés de toujours, pouvait laisser perplexe. Le roi Sigebert de Cologne fut assassiné par son fils sur les conseils de Clovis. Clovis n'ayant plus qu'à exécuter celui-ci pour avoir été parricide. Ces meurtres se justifiaient par une nécessaire mise en ordre. Ce que le roi était en train de fonder
devait se transmettre à ses héritiers. D'ailleurs, Clovis n'avait officiellement tué personne. Il était primordial de rétablir la paix. Dans ce but, Clovis compléta la loi salique. La loi salique est un code juridique qui a été promulgué sans doute aux environs de l'an 500 et très probablement sous l'autorité de Clovis. C'est un code essentiellement de droit privé qui prévoit les amendes et les peines qui sont infligées pour toutes sortes de crimes, mais qui par contre ne précise en aucun cas les modes de succession au trône franc. Ainsi, la peine encourue pour le meurtre d'un homme libre était de 200 sous, qu'il soit franc ou romain. La loi tenta d'en finir avec les interminables vendettas et d'instaurer un état de droit. La loi salique, c'est la loi qui doit son nom à la tribu des Francs, qu'on appelle les Francs saliens. Et en réalité, c'est tout simplement une première constitution du royaume, parce que c'est une loi qui marque strictement les choses, c'est-à-dire qu'on interdit aux gens de se battre et de s'entretuer, à moins que de verser des amendes considérables, donc on évite à le faire. Les femmes n'ont pas le droit de commettre l'adultère, sinon elles sont enterrées dans la boue jusqu'au col, donc elles évitent de tromper leur mari. Clovis accorda également beaucoup d'importance à la christianisation de ses lois, interdisant les mariages incestueux afin de rationaliser les successions, notamment celle du trône. C'est une loi, une constitution, la loi salique, qui est assez machiste. Les femmes n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que foncièrement, elles ne peuvent hériter strictement rien, aucun domaine, aucun bien. Et cette affaire-là va se reporter sur la couronne du royaume, puisque depuis les Francs saliens jusqu'à Charles X, aucune femme n'a régné, n'a été reine de France, sauf en étant la femme du roi, naturellement, parce que la couronne ne pouvait pas se transmettre de femme en femme. Bréviaires et pactes furent soumis à l'approbation d'un conseil de sages composé de vieux chefs militaires et d'évêques. L'ensemble fut promulgué par le roi, qui n'y apporta aucune modification. Les hommes du roi, les Francs, et les citoyens de l'Empire, les Gallo-Romains, tous sont dorénavant sujets de Clovis. Avec la conquête de l'Aquitaine, le centre de gravité du royaume s'était déplacé vers le sud. En 511, la France, si on veut bien appeler ainsi le royaume franc, est composée essentiellement des territoires au nord de la Loire, d'une annexion récente en Aquitaine, de l'Auvergne et de quelques petites possessions dans la région provençale. Clovis avait besoin d'une nouvelle capitale. Le choix de Paris s'appuyait sur des critères caractéristiques de la mutation en train de s'opérer. Paris, c'était tout d'abord le choix de la cité de Sainte-Geneviève, qui avait résisté à Attila. Clovis fit édifier sur son tombeau une basilique dédicacée aux saints apôtres Pierre et Paul pour en faire son mausolée et celui de sa dynastie. C'est la légitimité dynastique que Clovis assurait à ses successeurs, en érigeant un mausolée qui en faisait les protecteurs des apôtres. Ensuite, Paris bénéficiait d'une situation exceptionnelle. Le site était insulaire et remarquablement fortifié. C'était un carrefour économique et historique entre le nord, d'où étaient originaires les Francs, et le sud, qui représentait l'avenir avec la colonisation. De Paris, Clovis convoqua à Orléans, en 511, le premier concile des Gaules. En termes purement ecclésiastiques, le concile a peu d'importance, mais en termes nationaux, c'est la première réunion de toutes les autorités de l'Église dans le territoire qu'on va bientôt appeler la France. 32 évêques furent présents, la moitié de ceux qui officiaient à l'intérieur du royaume. Un absent de marque, Saint-Rémy. Une des décisions du concile fut en effet de soumettre à l'autorité royale la possibilité pour un laïc de devenir clerc. On comprend les réticences du saint homme. La liberté des églises était menacée, mais les évêques réunis à Orléans acceptèrent l'intrusion et scellèrent le début de la collaboration du roi et des évêques. En effet, si le roi est au-dessus des évêques, c'est davantage pour des raisons politiques. On dit qu'il a la responsabilité du pouvoir temporel, celui lié aux questions matérielles. Par contre, l'autorité des représentants de l'Église fut reconnue sur le plan spirituel, et celui-ci était intemporel. Le partage des pouvoirs évitait le totalitarisme arien où le roi, puisqu'il conservait son statut de surhomme, était aussi le chef de l'Église. L'avenir était ailleurs, et Clovis sembla l'avoir compris. Il envoya une couronne à l'évêque de Rome. Le temporel
au roi, le spirituel au pape. C'est l'idée du Moyen-Âge. Avec l'insécurité, les villes se sont enfermées dans leurs citadelles, et Paris en est un remarquable exemple. Sur le plan social et économique, le Moyen-Âge se prépare. L'esclavage commence à disparaître grâce à la christianisation de la législation. Le servage s'annonce. Se mettent alors en place des seigneuries rurales. La terre peut l'emporter sur la ville. Un double processus de décomposition et de recomposition sociale est à l'œuvre. À partir d'un gouvernement qui, au début du VIe siècle, reste avant tout un commandement militaire, Clovis élabore l'esquisse d'un royaume qui pourrait s'appuyer sur un gouvernement centralisé, avec revenus et impôts qui remontent à Paris. Clovis mourut d'une mort naturelle le 27 novembre 511. Il sera inhumé dans le mausolée qu'il avait prévu à cet effet. Et Clotilde l'y rejoindra 34 ans plus tard. La seule date dont on soit sûr dans l'histoire de Clovis, c'est la date de sa mort, donc le 27 novembre 511. Il est mort à Paris et il a été enterré à Paris dans l'église qui s'appelait à l'époque des Saints Apôtres, qui ensuite a été renommée église Sainte-Geneviève, mais qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Donc les bâtiments ont été démolis au début du XIXe siècle. Quelques fouilles ont été faites à cette époque-là. On n'a jamais retrouvé le tombeau de Clovis. Donc peut-être est-il encore aujourd'hui sous le goudron de la rue Clovis. Il faudrait faire des recherches pour voir si on pourrait le retrouver. Au XIVe siècle, l'imagerie de Clovis refit surface par le biais d'un symbole, les 3 fleurs de lys, évoquant une trinité virginale qui allait orner les armoiries royales. Alors la fleur de lys est ce qu'on appelle un meuble héraldique, c'est-à-dire un symbole qui se met sur les blasons, sur les étendards, cette jolie petite fleur qui avait déjà été utilisée sous les Carolingiens, mais c'est à partir des Capétiens, et notamment avec Louis VII, qu'elle figure officiellement partout sur champ d'azur pour signaler que cette fleur de lys, c'est la monarchie, c'est la royauté française. La légende raconte qu'à la veille de la bataille de Tolbiac, en 496, un ermite qui avait reçu la visite d'un ange conseilla à Clotilde, la femme de Clovis, de remplacer les 3 crapauds qui ornaient les boucliers des guerriers francs par 3 fleurs de lys. C'est ainsi que dans le contexte de la guerre de 100 ans, 8 siècles plus tard, il était important de faire remonter l'origine du pouvoir temporel du roi de France à Clovis pour combattre le nouvel hérétique anglais. Clodovecus, Chrotekildis, Clotacurius, Clodoveus, Ludovicus, Clovis. La diversité des appellations témoigne d'un monde en pleine mutation dont Clovis a été le principal artisan de son vivant et encore davantage après sa mort. Charlemagne, en donnant à son fils le nom de Ludovic, plus connu sous le nom français de Louis, proche du nom francique Lodwig de Clovis, mesurait bien l'importance de la légitimité originelle de l'illustre chef de guerre. Après Louis Ier le Pieux, 16 autres monarques porteront le nom de Clovis. Le monde de Clovis, c'est tout d'abord la fin d'un monde, celui de l'Empire romain. C'est surtout le début d'une longue gestation qui prend fin avec les Carolingiens et qui sera suivie d'une longue maturation avec les Capétiens, l'esquisse de ce que sera ce monde pendant près de 1300 ans. Clovis, c'est l'union entre la royauté et l'Église, à l'intérieur d'un territoire qui va continuer à s'agrandir et qui ne s'appelle pas encore France. Clovis pourra dorénavant s'appuyer sur cette union et tous ses successeurs sur le trône de France suivront ou devront suivre cet exemple. Clovis incarne aussi les valeurs de la nation française et celles de la République pour l'historien Fustel de Coulanges en 1888. On était réputé franc parce qu'on obéissait à celui qui s'appelait roi des Francs, parce qu'on lui payait l'impôt et qu'on combattait pour lui, parce qu'on recevait de lui des faveurs, des grades, des fonctions, sans distinction de race. Et pour les historiens contemporains,
Il est même précurseur de l'Europe, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Une synthèse entre germains et latins, une connexion entre la mer du Nord et la mer Méditerranée.